Après plus d'un mois de pause, le championnat du monde d'endurance, le WEC, revient en force et cette fois-ci direction les États-Unis d'Amérique pour le Lone Star Le Mans pour la 6e manche du championnat au COTA, au Circuit of the Americas. Oui, vous avez bien entendu, on en est déjà à la 6e manche de cette saison du WEC, on est presque à la fin du championnat et je trouve encore une fois que les courses se sont enchaînés vraiment à une vitesse folle, même s'il y avait la Formule 1 entre les courses, etc. Ça passe très vite, mais avec seulement 8 rendez-vous répartis sur toute l'année, c'est vrai que chaque course prend encore plus de valeur pour les écuries. Il faut vraiment être très bon tout le temps. Et maintenant, il ne nous reste plus que 2 étapes avant de conclure cette saison, les 6 heures de Fuji ce week-end, et puis la grande finale avec les 8 heures de Bahreïn début novembre, voilà, histoire de tout finir bien comme il faut. Mais avant de plonger dans l'action, dans le Lone Star Le Mans, eh bien on va prendre un petit peu de temps pour faire le point sur les actualités du WEC, parce que cet été, on a eu le droit à quelques petites breaking news, mais qui ont une certaine importance quand même. Il y avait de la vraie breaking news pour le coup. Alors cet été, même si la Formule 1 a fait pas mal de bruit avec ses annonces, etc., le WEC n'est pas en reste. On a notamment eu une annonce intéressante du côté de chez Jota, qui avait remporté la manche de Spa-Francorchamps, qui a pas mal d'expérience comme on en avait parlé, je reviens pas trop dessus. Voilà, on avait un peu expliqué Jota, etc. dans une autre vidéo. La grosse actu, c'est leur nouvelle collaboration avec Cadillac pour 2025, parce que oui, Jota délaissera les Porsche 963 et va devenir l'équipe officielle pour exploiter la Cadillac V-Series R. Une belle alliance, un peu comme celle entre Alpine et Signatec, qui devrait apporter un second souffle à Cadillac et maintenir toujours la diversité de la catégorie hypercar. Alors franchement, c'est une très bonne nouvelle. On entendra toujours cet allumage du V8 du diable absolu se déclencher dans la voie des stands une fois que la voiture est partie de son box. Puis le hurlement de l'Amérique tout entière sur les lignes droites des circuits du calendrier, donc ça fait plaisir. Si vous l'avez jamais entendu, allez sur une manche du WEC, vraiment juste, ça vaut le coup juste pour entendre cette caisse. Alors autre grosse actu qu'on venait voir venir un petit peu dès le début du projet, malheureusement j'ai envie de vous dire, c'est le départ un peu précipité d'Isotta Fraschini du championnat du monde d'endurance, parce que oui, ils n'étaient pas présents au COTA. Miguel Valdecabres, directeur du département sportif et PDG d'Isotta Fraschini, a révélé dans un communiqué que la décision de ne pas participer à la fin de la saison 2024 du WEC était évidemment une décision qui n'était pas facile à prendre, qui est du coup pas facile, mais qui est cruciale pour l'avenir de l'équipe parce qu'ils préfèrent concentrer leurs efforts sur le développement de leur marque et de leurs produits plutôt que de disperser entre guillemets leurs ressources, notamment dans le sport auto qui coûte très cher et ne rapporte pas forcément encore beaucoup d'argent, sauf si tu joues devant ou que tu es en Formule 1, parce que maintenant toutes les écuries de Formule 1 font des bénéfices. Qu'est-ce que ça signifie? Eh ben, effectivement, au COTA, il y avait une voiture, une hypercar en moins, et ce sera le cas pour le reste de la saison sur la grille. Mais selon les rumeurs, ça ne serait pas totalement la fin d'Isotta Fraschini en WEC. Il y a un retour qui pourrait être envisagé pour l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, si jamais ils décident de revenir pour 2025 par exemple, par réglementation, normalement, il faudra qu'ils alignent 2 voitures et non pas juste une seule. En attendant, on se souviendra de leur très belle performance aux 24 heures du Mans. Pour une petite marque comme celle-ci, terminer le double tour d'horloge de la Sarthe, là, sans être dernier, est un vrai challenge. Donc ils ont réussi. D'autres n'ont pas eu cette chance ou ce luxe. Donc bravo à eux. C'était du beau travail. Alors on avait vu passer quelques images sur les réseaux sociaux avant qu'Aston Martin ne la dévoile. Mais oui, l'Aston Martin Valkyrie a enfin pris la piste sur le circuit de Silverstone. C'était l'occasion d'entendre ce magnifique V12 qui produit un son absolument incroyable que j'ai hâte d'entendre aussi. Ah, ça, V12, V8, machin, on a tout ce qu'il faut en WEC. Pour rappel, c'est Heart of Racing qui s'occupera de l'exploitation de la voiture en piste, bien sûr avec la collaboration directe d'Aston Martin. Et le tout doit, je le rappelle, entrer en compétition donc début 2025 pour la prochaine saison du championnat du monde d'endurance. Petit aparté, il y en a un qui a reçu une Valkyrie. Pas sûr qu'il en soit 100% satisfait parce que il paraît que après la livraison, quelques heures après, cette voiture est repartie sur une dépanneuse. Bon, ça arrive. Un autre acteur tente également de faire son retour en WEC, Van Wall, oui, après la grosse débâcle de l'année dernière où la voiture était absolument nulle part, la marque anglaise qui n'avait pas été retenue par le WEC cette année, par le championnat directement
pour concourir, compte bien revenir très vite, le plus vite possible en tout cas. Elle nous le prouve avec cette Van Wall Van der Velde 680 Evo. On change le V8 Gibson pour un V8 biturbo de chez Pipo, le même moteur qu'il y avait dans la Glickenhaus 007. Alors, je ne sais pas si ça doit nous rassurer forcément ou pas, on verra bien. Autrement, aérodynamisme, suspension, refroidissement, frein, la boîte de vitesse, tout a été revu. Colin Colles a voulu tout revoir pour tenter de revenir dans la catégorie reine de l'endurance. Il est confiant et on verra si ce sera pour l'année prochaine ou pas, ou peut-être plus tard. Bon, passons maintenant au Lone Star Le Mans. Que dire si ce n'est que Robert Kubica a encore pris une belle revanche sur la vie. C'est un peu son job au quotidien, j'ai envie de te dire. Lui qui aurait pu piloter pour Ferrari en 2012 en Formule 1, mais qui à cause de son accident en rallye, etc., a perdu une partie de la mobilité de son bras droit et du coup a perdu aussi sa carrière en F1 suite à ça. Il a finalement pu remporter une victoire avec Ferrari, ou du moins dans une Ferrari, puisque Robert Kubica, Robert Schwarzman et Yeffier ont gagné justement les 6 heures du Lone Star Le Mans, suivi par la Toyota numéro 7 et la Ferrari numéro 50 s'il vous plaît. Pour ceux qui n'étaient pas devant leur écran, on a assisté à une bataille entre la Ferrari AF Corse et la Toyota, ce qui a surpris beaucoup de monde, étant donné qu'avec l'annonce de la POP quelques jours avant la course, on pensait que Toyota serait en difficulté justement un peu plus en Amérique. En qualification, ça a été le cas. La Toyota, elle se prend 5 dixièmes sur la 51 qui était en pole position. Et la F Corse, elle était pas trop mal non plus parce que elle se classait à la 2e position. Ça partait en première ligne, c'était plutôt cool. On aurait pu croire que la course suivrait un petit peu le même scénario pour Toyota, mais l'expérience de l'écurie japonaise leur a permis de remonter progressivement dans le peloton hypercar. Alors la stratégie pneumatique a une fois de plus joué un rôle décisif évidemment en milieu de course, alors que la F Corse a opté pour un double relais avec 4 pneus hard. Yeffier a vu Nick De Vries revenir dans ses rétroviseurs. En fait, le néerlandais, qui utilisait d'abord 4 pneus médiums, a ensuite changé uniquement les gommes côté gauche. Cette différence de stratégie a été déterminante dans la dynamique de la course, puisque malgré un faible niveau de dégradation sur le tarmac flambant neuf, mais quand même bien chaud parce qu'il faisait méga chaud au quota, Toyota a su tirer son épingle du jeu grâce à une stratégie pneumatique un petit peu mieux adaptée que celle de ses concurrents Transalpa. Une bataille intense se déclare donc entre la Ferrari 83 et la Toyota numéro 7, où la stratégie des pneus, le timing des relais et la performance en piste étaient assez cruciales, hein, ça finit pas très loin. Chaque détail comptait pour décrocher la victoire, mais tournant décisif, Kamui Kobayashi en pleine attaque pour consolider l'avance de Toyota se voit infliger un drive-through pour ne pas avoir respecté un drapeau jaune dans la ligne droite de retour où il y avait une Peugeot qui était garée sur le côté gauche, donc hors trajectoire. Il a été jugé qu'il n'avait pas assez réduit sa vitesse. Résultat, la F Corse en profite pour reprendre la tête. Et alors là, c'est un peu le drame pour Toyota parce que c'est 11 secondes d'avance mis à la poubelle alors qu'il restait que 40 minutes de course, ce qui est absolument désastreux. Alors ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'on agite un drapeau jaune et non pas un double drapeau jaune quand on regarde la caméra embarquée. Et le panneau lumineux affiche jaune puis vert directement plusieurs fois. Alors le panneau LED, je ne sais pas si c'est un bug, si la caméra on-board n'est pas de bonne qualité, donc du coup tu confonds peut-être un peu les couleurs, etc. Mais en tout cas, il y a visiblement un souci sur ce panneau. Ça donne 2 indications qui sont contraires. Ou alors on a changé le code sportif international de la FIA et là du coup je suis pas au courant. Alors dans tous les cas, ce n'est pas le panneau LED qui fait foi, quoi qu'il arrive, ce sont les drapeaux agités par les commissaires, même si les commissaires se trompent. C'est le drapeau qui fait foi. En l'occurrence, le jaune simple, dans ce cas-là, les panneaux sont juste des répétiteurs et rien d'autre. En ce qui concerne la pénalité, je trouve ça quand même très dur, sachant qu'on est en ligne droite, visuellement c'est dégagé, et c'est un simple drapeau jaune et non pas un double drapeau jaune. Donc il n'est pas obligé de devoir arrêter sa voiture si jamais il y a un problème. Alors la Toyota ressort des stands avec plus de 10 secondes de retard, je crois, sur la 83. S'ensuit une incroyable remontée de Kamui Kobayashi qui aligne les gros tours, et à 4 minutes de la fin, il parvient à revenir à 2 secondes de la Ferrari jaune, mais c'est trop tard. Alors malgré un comeback impressionnant, faut le dire, Kobayashi n'a pas réussi à reprendre l'avantage. Au final, la F Corse remporte avec seulement 1,7 secondes sur 6 heures de course, quand même, c'est à noter, la victoire sur la Toyota. Ça s'est joué à pas grand chose et sans la pénalité, l'issue aurait été probablement différente. Mais avec des si, moi je serais 10 fois champion du monde de Formule 1 et champion olympique de coupage de saucisson. Robert Kubica décroche donc sa première victoire en hypercar, et pas avec n'importe quoi, mais avec une Ferrari. Et surtout, ça va vous surprendre, mais c'est aussi la première victoire d'une Ferrari 499P ailleurs qu'au Mans en 1 an et demi. Elle n'a jamais gagné ailleurs qu'aux 24 heures du Mans.
et c'est pas un équipage officiel, mais c'est un équipage privé. Le deuxième cette année après Jota, dont on a parlé un peu plus tôt à Spa-Francorchamps. Pour beaucoup, Kubica est le pilote Williams qui peinait à marquer des points et qui était un peu lent. Pour d'autres, il reste le pilote talentueux de l'écurie Sauber BMW en fin des années 2000, qui a été promis un avenir absolument radieux. La boucle est un peu bouclée en quelque sorte. Alors, il fallait en parler, mais c'était quoi cette manœuvre de Buemi sur la Porsche numéro 6 en pleine ligne droite? La Toyota sert tout simplement la Porsche en l'emmenant en dehors de la piste alors qu'elle est déjà un peu trop engagée pour lever le pied. Contact, la Porsche frôle le mur dans cette manœuvre, ce qui est relativement dangereux. La Toyota éclate la roue arrière gauche et perd absolument tout dans sa course parce que elle se battait à ce moment-là pour la tête de la course, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas tout à fait certain de ça. Alors, à noter qu'il y avait eu un premier contact en sortant justement de l'épingle, mais là c'est pas très intelligent ni très propre comme manœuvre globalement pour les deux, hein. Voilà. Sanction évidemment pour Buemi qui a pris un stop and go de 30 secondes. Alors Lorenz Ventore n'a pas caché son mécontentement sur les réseaux sociaux, voilà, en le faisant bien savoir. Mais le pilote suisse s'est quand même excusé de son erreur, à la fois envers son équipe et envers l'équipe de la Porsche numéro 6, que sa décision de défendre était trop tardive. Voilà, donc les erreurs ça arrive, faute avouée à moitié pardonnée comme on dit. On passe à autre chose, c'est pas grave. Rapidement, parmi les autres concurrents, on notera la très belle prestation de l'Alpine numéro 35, pilotée par Chatin, Asberg et Milesi, qui décrochent ensemble le meilleur résultat de la marque française en hypercar avec une très belle 5e place. Cadillac qui jouait à domicile obtient quand même la 4e place. J'ai l'impression qu'ils sont abonnés aux 4e places chez Cadillac, c'est un délire. Malheureusement, le dimanche a été plus compliqué pour Peugeot qui termine avec une seule de ces deux voitures encore en course. La voiture 93 se classe 12e, tandis que l'autre abandonne à 4 heures de l'arrivée, je crois. Du côté des GT3, alors qu'on s'attendait à une très belle prestation encore des Iron Dames, le mauvais sort les frappe encore une fois après un contact lors du dépassement des Dames sur la Corvette du TF Sport pour la 2e place justement. Gros contact quand même, hein, ça a tapé assez fort. La Lamborghini Rose perd toute adhérence avec la piste, on la voit complètement en galère dans les derniers virages. Alors d'abord, on suspecte une crevaison à l'arrière droit, mais ça ressemble vraiment beaucoup plus à une casse de suspension. Raël Frey est alors contrainte de rentrer au stand, où on se rend compte que la voiture nécessite des réparations. Derrière, elles sont reparties, mais bon, tout était joué, quoi, c'était terminé. Et c'est donc l'Aston Martin du Heart of Racing qui aura dominé la catégorie LMGT3 avec plus de 20 secondes d'avance sur le deuxième. La Porsche du Manthey Pure Racing, et c'est l'autre Manthey qui complète un peu plus loin le podium. L'Aston a tout simplement fait le hat-trick, pole, meilleur tour en course et victoire terminée. Bonsoir, on passe à autre chose. D'ailleurs, j'ai l'impression que, alors vous me direz ce que vous en pensez, mais dans la réalisation visuelle, on manque un peu de GT3. On est très focus sur les hypercars en général, ce qui est normal, plus ou moins, mais on n'est pas non plus dans un extrême, hein, faut faire attention, mais c'est un peu l'impression que j'ai depuis le début de la saison. J'aimerais bien votre avis dessus, pour le coup en commentaire, mais j'ai l'impression qu'on voit un peu moins, qu'on regarde d'un peu plus loin les GT3, tu vois. Voilà, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief des 8 heures de Fuji, où on se fera un rapide tour sur le classement du championnat avant la toute dernière manche à Bahreïn, évidemment en novembre. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao, ciao.